Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Paul Magnette sera-t-il le prochain Premier ministre de la Belgique? Le président du Parti socialiste francophone fait partie des sérieux prétendants. Comment mettre fin à la guerre en Ukraine? Quel avenir pour la ministre des Affaires étrangères belge Adja Labib en pleine tempête concernant l'affaire du visa accordé au maire de Téhéran? Et quel regard porte-t-il sur les émeutes qui ont secoué la France? Paul Magnette répond ce soir à nos questions en direct de Bruxelles. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Je précise que vous êtes aussi le bourgmestre de la ville de Charleroi, le maire de cette ville. On imagine que vous avez donc suivi avec beaucoup d'attention les violences urbaines provoquées par la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier. C'était il y a 9 jours après un refus d'obtempérer. Est-ce que vous avez été surpris, Paul Magnette, par cet embrasement? Et quelle lecture faites-vous de ces événements? J'ai malheureusement pas été vraiment surpris parce que c'est pas la première fois qu'on assiste à un embrasement de cette nature en France. C'est un phénomène qui est assez typiquement français, même si on trouve des événements du même type aux États-Unis. Heureusement pas en Belgique, assez peu dans les autres pays européens. C'est sans doute un mélange d'une approche policière parfois très dure, très agressive, et puis surtout d'une désolation dans des quartiers immenses, ces grands ensembles bétonnés, largement désertés par les services publics, où des jeunes sont laissés vraiment à eux-mêmes dans des logements de faible qualité, des écoles dans lesquelles on n'investit plus beaucoup, et où ils ont le sentiment que leur horizon est bouché, qu'ils subissent quotidiennement des brimades, des discriminations, et que le seul discours qu'on apporte à leur égard, c'est celui de la répression, c'est celui des sanctions, alors que, comme tout jeune, très naturellement, ils n'aspirent qu'à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, pouvoir contribuer à la société. Donc il y a une forme de désespoir latent qui, quand une tragédie comme celle de la mort du jeune Naël se produit, donne inévitablement des formes d'embrasement comme ceux qu'on a connus ici. Alors, jeudi dernier, en soirée, des policiers bruxellois ont dû être mobilisés pour des incidents, certes moins graves qu'en France, mais tout de même quelques dizaines d'arrestations à la clé. La Belgique pourrait-elle connaître un jour des violences urbaines d'une telle ampleur ou comparaison n'est pas raison? Il nous est arrivé de connaître aussi des phénomènes de violence urbaine, mais jamais de la même ampleur. Il y a d'abord une différence de physionomie du territoire, si on peut dire, c'est que en Belgique, les banlieues accueillent plutôt la bourgeoisie et les catégories sociales privilégiées, et les milieux populaires sont plutôt localisés dans les centres-villes. Donc on n'a pas tellement ce phénomène des grands ensembles, ce phénomène de zones périphériques, abandonnées, qui se prêtent un peu naturellement à des phénomènes de guérilla urbaine. Nous, les milieux populaires sont intégrés dans les quartiers urbains. Alors, ça n'empêche pas qu'on ait de temps en temps aussi un sentiment de désespoir et des formes d'agressivité, de violence qui évidemment ne sont que condamnables, mais ça ne prend pas l'ampleur que ça peut prendre dans le cas français. Voilà donc pour votre réaction, Paul Magnette, sur ces événements politiques qui ont secoué la France et cette crise. On va maintenant ouvrir une page consacrée à la Belgique et à l'actualité politique belge, avec d'abord cette affaire, cette incroyable affaire. Le maire de Téhéran, qui est réputé pour être un dur du régime iranien, a pu avoir un visa des autorités belges pour se rendre à Bruxelles. La ministre des Affaires étrangères, Adja Labib, a échappé à une motion de méfiance à son encontre. Selon vous, est-ce qu'elle aurait dû démissionner après cette affaire des visas ? Écoutez, c'est d'abord vraiment un fiasco diplomatique absolu et c'est tragique. Ça a des conséquences directes puisqu'on a pu constater que certaines des personnalités iraniennes qui étaient venues sur le sol belge ont filmé des opposants au régime iranien ici et que, semble-t-il, ces images et les informations qu'ils ont collectées ici leur ont permis d'interroger les parents de ces résistants politiques et de ces réfugiés politiques ici sur le territoire, là-bas sur le sol iranien. Donc ça montre que ça a de vraies conséquences politiques. Ça a aussi été une saga parlementaire qui a donné une image catastrophique de la politique en général, puisqu'on a eu de la part de la ministre 3 versions différentes chaque jour, des versions incomplètes, des excuses qui n'en étaient pas une vraie reconnaissance de responsabilité. Donc tout ça est un gâchis politique énorme. Alors nous n'avons pas voulu en faire une affaire qui fasse tomber le gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, il y avait un besoin de stabilité politique. Il y avait un besoin de pouvoir continuer à adopter un certain nombre de mesures, et notamment des mesures fiscales dont on discute à l'instant même pour améliorer les salaires, et en particulier les bas et les moyens salaires, pour mieux récompenser le travail. Donc on n'a pas voulu que cette affaire politique ternisse toute la vie politique et fasse tomber le gouvernement, provoque des élections et ajoute de la crise à la crise, mais il n'en reste pas moins que les explications qui ont été données n'ont pas permis de restaurer la confiance
en la personne de la ministre des Affaires étrangères. Alors le 9 juin prochain, en 2024, dans un peu moins d'un an, donc dans 11 mois pour être précis, les Belges voteront pour des élections législatives fédérales, mais aussi pour les européennes. Alors en Belgique, on rappelle pour celles et ceux qui nous regardent qu'il y a des coalitions au pouvoir. Vous en faites d'ailleurs partie avec le MR, le Parti libéral de l'actuel Premier ministre, Alexander De Croo. Et vous avez laissé entendre dire, en lisant la presse belge francophone, on a pu s'en rendre compte, que le MR, donc au pouvoir, était en quelque sorte un boulet. Pourquoi ? On a pu constater dans un certain nombre de dossiers qu'effectivement les libéraux francophones, alors oui, la Belgique est un pays un peu compliqué, on n'a pas de système de partis nationaux, donc on a des partis flamands et des partis francophones, de gauche et de droite, et tout ce beau monde doit gouverner ensemble parce qu'on a une forte fragmentation malheureusement de la représentation parlementaire, et donc il a fallu pas moins de 7 partis pour former une majorité parlementaire, qui est donc naturellement assez hétérogène entre flamands et francophones, mais ça on a l'habitude et on arrive à le gérer, mais aussi et surtout entre gauche et droite. Et on voit bien que sur des enjeux de justice fiscale, sur des enjeux de réinvestissement dans les services publics, il y a des différences majeures entre la gauche et la droite, et que très souvent, c'est ce parti libéral francophone qui a bloqué des réformes absolument essentielles qu'on essayait d'avancer. Ça ne nous a pas empêché d'avancer. Les libéraux francophones, par exemple, ont voulu empêcher une augmentation des pensions de retraite que nous avions considérées comme étant absolument prioritaires et essentielles. On a continué à se battre et on a pu augmenter les retraites qui seront, la pension minimum sera en Belgique l'année prochaine de 1 650 €. C'est plus de 500 € en plus chaque mois net que dans la pension minimum française, parce que nous sommes un pays dans lequel on a toujours beaucoup investi dans la protection sociale et dans la lutte contre la pauvreté, mais il a fallu un bras de fer très long contre les libéraux pour y arriver, de même pour refinancer les soins de santé, de même pour, d'une manière générale, refinancer les revenus des personnes qui vivent dans la pauvreté. Et aujourd'hui, le bras de fer, il porte sur la question de la justice fiscale. Nous considérons qu'il faut baisser les impôts sur les bas et les moyens salaires. Nous trouvons qu'il y a de la marge du côté du capital. On a vu en Belgique comme en France et un peu partout en Europe que le patrimoine des plus gros revenus a beaucoup progressé ces dernières années. Et donc on pense que les larges épaules, comme on l'appelle, ceux qui ont un patrimoine important, doivent être davantage mis à contribution pour qu'on puisse baisser les impôts sur le travail et sur les bas et moyens revenus en particulier. Et dans les sondages, on voit que 80% des Belges sont d'accord. 80% des Belges, c'est d'ailleurs le cas un peu partout en Europe, plus des 2/3 des Européens, selon les dernières enquêtes Eurobaromètre, sont favorables à un impôt sur la fortune pour financer la transition sociale, la transition environnementale, pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Paul Magnette, ça reste ici un enjeu difficile. C'est quasiment un discours de campagne que vous nous faites, Paul Magnette, futur Premier ministre de la Belgique ? Oh, écoutez, ça, vous savez, dans un pays compliqué comme le nôtre, on ne peut jamais le prédire. Il n'y a pas le leader naturel de la majorité et de l'opposition et un choix binaire. C'est en général la famille politique qui arrive la première, qui livre le Premier ministre. Donc tout dépendra des choix. Mais vous avez envie d'y aller ? Des coalitions. J'ai simplement dit, moi j'étais disponible. Si la famille socialiste devait être la première famille politique, je suis bien naturellement disponible pour exercer les fonctions. Mais je le répète, c'est aux électeurs de se prononcer. Et ce qui compte pour nous, c'est le projet. J'aurais pu le revendiquer déjà il y a 4 ans, en 2020, mais j'ai privilégié des réformes sociales, des réformes de refinancement des pensions, de refinancement des soins de santé, de hausse du salaire minimum, plutôt que de choisir simplement un poste à titre personnel. Paul Magnette, une dernière question qui me revient. On a débuté ce journal quasiment avec cette affaire dite des nouveaux OGM. La Commission européenne veut les autoriser. On avait un député européen tout à l'heure écologiste qui était farouchement contre. Quelle est votre position ? Il se dit que ces plantes modifiées pourraient représenter une solution face au réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes pour ou contre les NGT, comme on les appelle ? Non, nous sommes totalement contre. La Wallonie, d'ailleurs, qui est la région francophone de Belgique, a adopté une série de décisions qui visent à interdire l'utilisation des semences OGM sur notre territoire. On sait qu'elles peuvent se diffuser très largement sur le territoire, entrer en concurrence avec d'autres semences, elles, naturelles et qui n'ont pas été modifiées. Et on sait qu'elles peuvent contribuer à briser, à appauvrir le patrimoine génétique. Or, nous allons avoir besoin d'un patrimoine génétique très riche pour faire face au dérèglement climatique et pour nous adapter aux transformations des températures et du climat en général qui ont déjà cours aujourd'hui. Et donc ces solutions issues de la chimie qui visent simplement finalement à privilégier les intérêts financiers de quelques grands groupes de la semence, des pesticides, des engrais chimiques et de l'agroalimentaire en général,
ces solutions ne sont pas les bonnes solutions. C'est en soutenant une agriculture familiale, une agriculture naturelle, une relocalisation de la production de notre alimentation, on peut nourrir l'ensemble des Européens et on n'a absolument pas besoin de ces pseudo-innovations qui ne vont faire qu'appauvrir notre patrimoine naturel. Merci beaucoup Paul Magnette, en direct de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes bourgmestre de Charleroi et président du Parti socialiste francophone, qui d'ailleurs, contrairement à d'autres partis socialistes en Europe, tient lui toujours debout.